Il est vraiment allé chercher très très loin. En fait, ça fait 100 km de ce que j'ai compris qui est que sur le mental. Il a plus les jambes, qu'il a envie de, enfin, qu'il a vomi, je sais pas, au moins une dizaine de fois. Et là, il a fait 100 bornes dans cet état-là. Ouais, ça prend très compte. On voit les coureurs qui arrivent. Ils sont fatigués, ils sont en train de pleurer, ils sont couverts de boue, de sang. C'est un rêve de gosse, donc j'ai toujours suivi les éditions depuis que je suis petit. Ils s'appellent Anna et Marco. J'ai toujours détesté courir. Partagez avec eux la préparation de leur UTMB 2024. C'est une expérience hors norme qui est à la limite de ce que l'humain est capable de faire en fait. Toujours plus ultra, une aventure sonore sur les versants de l'UTMB. Épisode 2. J-30, un entraînement ultra risqué. Hey Caroline, tiens, je vais faire une séance d'entraînement dans une petite demi-heure. Je démarre en bas de la télécabine du Brévon. Tu me rejoins? Eh bien, c'est parti. Je suis en train de monter jusqu'à la télécabine du Brévent pour rejoindre Anna. Sur le sol, on voit déjà des marquages, 30 km, des grands panneaux attention dessinés en rouge. Je sais pas trop si c'est pour la course ou... mais ça me semble assez récent. Je suis passée par là il y a une semaine. Il fait bien chaud, hein. Ça risque d'être assez dur. Mais bon, Anna m'a promis une course lente. Qu'est-ce que ça veut dire une course lente pour une femme qui s'apprête à faire le tour du Mont Blanc en moins de 46h30? On va voir ça. Salut! Ça va et toi? Eh ben génial. Ouais, je voulais me préchauffer avant. Ouais, t'as raison. T'as fait quoi du coup? Quelques petits étirements, etc. Ok. Activation. Et puis juste la première montée pour que je ne sois pas trop essoufflé pour la deuxième. Moi je risque d'être essoufflée, je te préviens. C'est dans le vélo, c'est à pied. Parfait. Mais le plus dur, c'est de monter. 30 juillet 2024. Le compte à rebours est lancé pour Anna Kirkman et Marco Persch. À un mois jour pour jour de l'UTMB, comment trouve-t-on la bonne charge d'entraînement? Quels objectifs se fixer? Continuer à maintenir le niveau, même si on ne fait pas des énormes sorties. Faut pas gâcher toute l'année de préparation qu'on a fait. Le seul objectif, c'est de courir confortablement, stablement, avec un cardio-fréquence en dessus de 136. C'est juste pour que le corps il se détraîne pas et qu'il n'oublie pas ce que c'est. À un mois, le but c'est quand même de faire vachement du spécifique, donc beaucoup de courses à pied. Par contre, le but c'est pas non plus de se dire que c'est le moment de tout donner et puis c'est là où ça se joue. C'est plutôt l'inverse, on a plus de chances de se blesser à ce moment-là. Donc là, le but c'est de faire encore une semaine encore assez haute en intensité. Je vais réduire le volume progressivement pour justement arriver plutôt frais le jour J. Et de toute façon, c'est pas là où on va faire du volume. Ça sert à rien. En tant qu'amateuriste, par quoi commencer? Quand et comment prépare-t-on son corps? Il y a un livre qui avait été écrit justement avec Kylian Jornet qui s'appelle Up, qui essaie justement d'expliquer comment s'entraîner. Et je sais que je l'ai lu, ça m'a pas mal aidé pour avoir quelques billes de comment s'entraîner, pourquoi faire ce type-là de séance et pas une autre, et d'avoir plutôt des bases de l'entraînement. Et pour pas tomber vraiment dans un planning où demain je vais faire ça, après-demain je vais faire ça, mais plutôt se dire je comprends la logique. Et je vais essayer d'appliquer cette logique-là pour arriver le jour J prêt. Il y a toute une programmation à mettre en place et c'est pour ça que j'avais pris un coach, par exemple, parce que lui, il prend ce qu'on appelle un planification annuelle. J'ai pas de coach, j'ai pas de planning non plus d'entraînement que je fais à la louche, mais c'est vraiment les grandes bases, quoi. Mon coach, il m'a mis un programme pendant tout l'hiver. J'ai fait des fractionnés 2 fois par semaine, sous la pluie, quand il fait froid, sous la neige. J'ai même acheté un tapis pour m'entraîner dans le living quand il y avait trop de neige pour courir dehors. Donc, il fallait les fractionner et les autres entraînements pendant toute l'année pour conditionner le métabolisme pour être assez endurante, pour durer. Donc, j'ai fait des sorties longues, suivies par des sorties longues, suivies par des sorties longues. C'est un bloc qui est super parce que je vois quasiment tout le parcours. Je prends le bus à Courmayeur et je vais courir 7-8 heures et comme ça, peut-être que j'arrive à Vallorcine et je reprends le train pour revenir chez moi et j'ai fait la moitié du parcours.
parcours dans une journée. C'est génial. J'adore d'être là, de voir tous les merveilleux endroits où passe la Corse. En décembre, j'ai continué quand même à faire un peu de ski, mais début janvier, c'est là où j'ai commencé à reprendre la course à pied, et jusqu'à maintenant. Donc là, au début, en janvier, c'était vraiment faire des entraînements croisés, donc avec d'autres sports, par exemple faire du ski de randonnée, faire en fait tout plein de sports de volume, mais qui te font plaisir. Et après, de plus en plus, arriver sur du spécifique, donc de la course à pied, et faire quelques intensités, par exemple, pour justement entraîner ton corps à entraîner certaines filières, et après faire des grandes sorties en montagne avec les potes. Mais oui, globalement c'est ça, c'est une sortie souvent en montagne assez longue, donc pour juste de l'endurance fondamentale. Ça peut être entre 4, 6 heures, 8 heures, quoi, ça va dépendre un peu des fois. Et après ça va être du renforcement musculaire, donc ça peut être en salle, ou alors vu que moi j'aime pas trop la muscu, ça peut être on va dire avec des sports autres comme l'escalade, et après des séances de fractionnés. Courir dans une pente raide à fond, au plus vite que possible. Je me rappelle des premiers que j'ai fait, j'étais pas bien. J'ai vraiment détesté ça. J'avais les bras qui étaient en fourmillement, j'avais les jambes qui étaient juste vraiment mortes de crampes, j'avais le cœur qui partait à fond, les poumons qui étaient en feu, et il fallait le répéter. Donc on fait une minute comme ça, et on a une minute de repos, et encore il faut une deuxième minute, il faut, je sais pas, 10 ou 12 ou quelque chose selon la programmation. On avait les différentes fractionnées à faire. Très vite, on voit qu'en fait, même le deuxième, le troisième de répétition de cette séance, on voit tout de suite la différence. Ah, mais là, ça va beaucoup mieux. Là, je vois que mon cœur, il monte là où je le veux, et il redescend après, et là, ça va. Je suis pas dans le confort, parce que là, on fait quelque chose qui est assez dur, mais quand même, c'est gérable. Et après, on va courir un peu dans les autres entraînements, et encore plus vite. Et ça se voit. Et c'est un peu plus confortable, c'est un peu plus aisé, c'est un peu plus... c'est plus fun. Et au bout de presque une année de préparation comme ça, maintenant, j'adore. Tu te sens vraiment bien dans ton corps. C'est que finalement, tu vois la progression, c'est vachement encourageant. Tu fais des choses en début d'année que tu diminues par 2 les temps maintenant, quasiment des fois. Et tu te dis, ouais, c'est génial, mon corps, il a réussi à se moduler, il a réussi à accepter de plus en plus de dénivelé, de plus en plus de distance. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Le fait d'être dans un endroit, dans la nature, à la montagne, dans le calme, ça me donne un énorme plaisir. Donc, je passe beaucoup de temps à prendre plaisir. À la maison, quand je rentre, il y a des stress, des bagarres entre les petites, par exemple. Je me ressens un calme qui m'aide à gérer tout ça, et je peux amener ça avec moi dans la vie quotidienne. Et tu prends la vie avec un peu plus de recul. Et des fois, tu te dis, bon, ça, ok, c'est embêtant, mais c'est pas très grave. Pendant les années où on est enceinte et on a des jeunes enfants, tout est pour eux. Tout est vraiment centré sur eux, tout se passe autour d'eux, et on fait quasiment rien du tout pour nous. Ça m'a permis de me retrouver. Même au travail, dès que je sens que j'arrive plus, ou même quand il y a quelque chose dans le perso qui va pas, mon premier réflexe, c'est de faire une séance de sport, plus ou moins longue, et après je reviens et j'ai un recul sur la situation, et puis une lucidité qui est quand même vachement meilleure. Mais vraiment, au début, je me suis dit, waouh, le corps, mais qu'est-ce que je fais à mon corps? Pousser son corps à l'extrême, se demander jusqu'où il peut encaisser, ça traverse forcément l'esprit de celles et ceux qui s'attaquent à l'UTMB. Mais quels sont les réels impacts de ces efforts sur le corps? Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Pour en savoir plus, direction Lausanne, au Centre de médecine du sport. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le professeur Promo Bada. D'accord. Je peux le trouver. C'était à 9h30. Vous pouvez aller vers son bureau. Donc c'est le couloir à droite. Super. Parce qu'il va arriver. Merci beaucoup. Allez-y, entrez.
je suis médecin. J'ai en fait 2 spécialités, médecine de rééducation et médecine du sport. Je travaille maintenant à Lausanne où je suis responsable du centre de médecine du sport du CHUV, qui est l'hôpital universitaire. Pour être peut-être un petit peu plus didactique, on distingue un peu les effets aigus, c'est-à-dire ce qui se passe pendant ou juste au décours de la course, puis les effets à plus long terme. Alors la plupart des problèmes de santé qu'on rencontre au cours de ces ultra-trails, ils sont heureusement bénins, hein. La principale cause de disconfort ou d'abandon, c'est les ampoules souvent, ou les irritations, les choses comme ça. Ça reste fréquent. On peut dire qu'à peu près la moitié, c'est tout ce qui est appareil locomoteur, donc des blessures articulaires, tendineuses, musculaires, qui souvent d'ailleurs sont présentes même en prenant le départ, qui est un autre problème sur lequel il faudrait peut-être éduquer les sportifs. Alors ça n'était pas évident quand je me suis blessé, c'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 1 mois à peu près, 1 mois et demi. Et je l'ai plutôt bien vécu, dans le sens où j'ai eu 2-3 jours un peu de dépression, me disant mince, c'est pas possible, pourquoi je suis blessé maintenant? Et finalement, j'ai changé de sport, donc j'ai fait du vélo beaucoup, parce que ça me faisait pas mal au niveau du talon. Et c'était au niveau du talon que j'avais une inflammation. Et ça m'a apporté un peu une bouffée d'air de la course à pied. Et je suis revenu avec encore plus d'envie et de motivation. Et là, j'ai plus aucune douleur. Donc finalement, je l'ai plutôt bien géré. Ça fait plusieurs mois que j'essaie d'établir un temps pour la première partie du parcours, donc d'ici aux Ouches. Et j'arrivais pas à faire dans un temps qui me plaisait. Et là, il y a 2 jours, 3 jours, je l'ai fait et je dis c'est comme ça qu'il faut faire alors. Il faut juste pas être hyper fatigué. Si vous prenez les gens qui sont sur le podium, ils courent en 20 heures. Donc moi j'ai fait il y a quelques années un petit séminaire avec Xavier Thévenard qu'il a gagné 3 fois je crois. Et à cette question-là, comment je fais pour gérer mon sommeil, il est pas capable de répondre. Parce que lui il dort pas, il court en 20 heures. Et on a tous fait des journées de 20 heures. On s'est tous levés à 5 heures du matin et couchés à minuit le soir et on a survécu. Bon lui il court pendant ce temps mais... Et puis à côté de ça, vous avez des gens, vous avez dit la limite c'est 46 heures, mais je crois que près de 50% des gens courent autour des 40 heures. Ce qui veut dire que c'est des gens qui vont effectivement avoir à gérer leur course complètement différemment, ce qui peut amener à des erreurs d'ailleurs. J'ai fait une grosse erreur en fait au début de cette idée parce que sur la ligne de CCC, je me suis calculé que 100 km en 20 heures, j'avais fait 5 à l'heure. Et je me suis dit que 5 km à l'heure, c'est pas beaucoup. Pourquoi pas 6? Donc j'avais dit à mon coach, allez, l'année prochaine, on va faire l'UTMB à 6 km à l'heure. Tu es partant? Il a dit, ouais, mais ok, on va faire ça. Donc je me suis mis un objectif de 30 heures de finir à minuit, qui est quasi impossible pour quelqu'un comme moi. Quasi impossible, mais quand même, c'est fun d'essayer. L'objectif numéro 1, c'est de faire une course pleine dans le sens où je veux pas exploser à mi-parcours et me faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1. En 2, j'aimerais bien essayer de mettre pas trop de temps, donc c'est-à-dire arriver avant la 2e nuit. Donc ça fait à peu près dans les 26-28 heures. Donc ce serait vraiment un très bel objectif pour moi. Et après, non, on verra bien ça le jour J. Je mets pas trop de pression sur le temps, c'est vraiment prendre du plaisir. Devant, ils vont jouer la gagne, mais nous, on va jouer juste une confrontation avec nous-mêmes. On va juste essayer de se dire, je veux faire tel temps. On va pas dire une place, on va dire vraiment un temps qu'on veut faire. Et je trouve ça vachement sain, c'est qu'en fait, chacun est en compète avec soi-même. Et même si un classement de l'arrivée, tu vas vraiment te repousser tes limites pour être fier de toi à la fin. Et je trouve que c'est vachement beau, c'est que du premier au dernier, on peut tous arriver à être gagnants. Puis vous avez à peu près un quart, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est métabolique, donc ça va être déshydratation, hypoglycémie. Au début, avant que j'avais commencé cet entraînement avec mon coach, etc., je sais pas, je serais parti pour une course de 5 ou 6 heures avec un bar de céréales et 1 litre d'eau, et voilà.
Mais en fait que non. C'est pour ça que j'aimais pas courir, c'est pour ça que j'aimais pas faire des choses parce que ça m'épuisait et je sentais pas bien pendant des jours après. La nutrition, ça prend une place importante. J'ai la chance de digérer à peu près tout, donc et puis j'ai tout le temps faim. Donc ça c'est une grosse force que finalement il faut s'alimenter en permanence, c'est pas évident. Sur un UTMB, on va manger quasiment 8000, 9000 kilocalories, c'est un peu l'équivalent de 3-4 jours d'un coup. Pendant le course, il faut vraiment avoir une alimentation en grammes de glucides. Donc moi, je suis à 80 à peu près. En fait, on dirait pas comme ça, mais au bout de 5 heures d'effort, on n'a plus du tout envie de manger. Et en fait, il faut s'entraîner à toujours garder cet apport calorique, parce que sinon, on tombe dans l'hypoglycémie. Et là, ça va pas du tout. Le but, c'est de planifier justement tous les ravitaillements et de se dire un peu avoir une routine de je vais manger ça à telle heure, pour avoir à peu près un ordre pour quand on n'est plus trop lucide, surtout en fin de course, d'avoir un programme auquel se rattacher. J'ai pas peur d'avoir des gros soucis, mais c'est plutôt la somme de toutes les petites choses. On prépare des stratégies pour les moments qui sont un peu complexes. Donc chaque fois qu'on dit là je vais pas bien, on retourne à une petite liste. Par exemple, est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que j'ai quelque chose qui commence à frotter, qui commence la peau, ça va pas bien? Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai assez bu? Si par exemple j'ai les genoux qui commencent à se plaindre gentiment. Et après, j'ai les hanches qui commencent à se plaindre gentiment aussi. Et après, il y a, je sais pas, je vais fouler une cheville doucement, mais pas trop grave. Mais après un moment, le cerveau il dit qu'est-ce que vous faites là? Stop. Et on a envie de se ralentir, on a envie de vraiment s'arrêter et de franchir ces moments-là où il y a le cerveau qui dit stop. Il faut beaucoup travailler dans le mental. Sur le psychologique, je pense que j'ai plutôt travaillé sur le long terme où au lycée, j'ai toujours été plutôt dans les derniers de la classe et avec des amis à moi qui étaient très très forts en sport et je me suis toujours accroché pour les suivre. Donc j'ai vraiment travaillé le mental. À chaque sortie, c'était un combat de les suivre le plus longtemps possible. J'ai la chance d'avoir pu, de par toutes mes années de trail et le fait que je fasse pas mal d'alpinistes à côté, donc des longues courses en montagne, pas forcément une grosse allure, mais qui sont très très longues, on va gérer justement sur la fatigue. Donc quand on part en alpinisme, on peut partir des fois à minuit, puis on va toute la nuit justement faire une voie assez technique. Je pense que je sais bien gérer les coups de mou, donc ralentir, manger, mettre un peu de musique dans les oreilles. Ça peut être une musique un peu clé qui peut te faire passer un gap, un peu de la nutrition qui change, donc une petite barre fétiche avec une autre saveur. Ma copine au ravito qui va pareil, je pense bien me motiver. Donc ça me fait pas trop peur. Quand on fait la méditation, c'est pas forcément voir que tout va bien, on passe la ligne d'arrivée sans douleur. C'est vraiment s'imaginer justement les passages durs, parce que des fois c'est vraiment le mental qui va primer. Ça, c'était pendant la course. Au décours immédiat de la course, vous l'avez dit, il y a tous ces problèmes inflammatoires. Alors, c'est lié au fait que quand vous faites un effort de si longue durée, avec notamment des descentes qui sont très dures sur le plan musculaire, ça entraîne une inflammation à point d'origine musculaire principalement, qui peut, sur des durées comme ça, être assez importante et puis altérer certains fonctionnements, notamment rénal, qui vont un petit peu perturber l'équilibre de l'eau dans l'organisme entre la cellule, les vaisseaux, les poumons par exemple, et peuvent entraîner des œdèmes, alors quelquefois aux poumons, le plus souvent juste sous la peau, et on voit souvent les gens le jour d'après la course qui sont un peu tout bouffis, gonflés par ces phénomènes inflammatoires qu'entraînent des problèmes dans la répartition de l'eau dans l'organisme, pour faire simple. Sur le plus long terme, les deux principaux problèmes qui nous inquiètent un peu et sur lesquels on n'a pas complètement les réponses, surtout le premier, c'est le problème cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'on sait que juste après une course, notamment à cause de ce problème de répartition d'eau dans le corps, le fonctionnement cardiaque est un tout petit peu altéré pendant les heures qui suivent. Il garde une fréquence cardiaque un peu élevée, il est un peu moins efficace, c'est un muscle, le cœur, comme s'il était fatigué. Ça, on l'a authentifié, ça existe, ça rentre dans l'ordre très vite. Mais répéter ces efforts-là sur le fonctionnement du cœur à long terme, on sait pas très bien, même si on sait déjà que les sportifs d'endurance qui font vraiment
toute leur vie des efforts très longs, ils ont tendance à avoir, à partir de la soixantaine, on va dire, un petit peu plus de troubles du rythme, d'arythmie, que la population générale. Ça, c'est lié probablement à ces épisodes extrêmes de fatigue du cœur qu'entraînent à la longue un petit remaniement du fonctionnement du cœur. Et quand vous avez cette arythmie à cause, on peut dire, d'un passé de sportif en endurance trop important, vos complications liées à cette arythmie sont très faibles. Et puis le deuxième grand problème, c'est tout ce qui est ostéo-articulaire. Il y a probablement un volume de course à pied au-delà duquel on commence à avoir un sur-risque d'avoir des problèmes notamment d'arthrose. Et tout le monde m'a dit, mais Anna, pourquoi tu t'entraînes au mois d'octobre? Parce que j'ai fait l'UTMB quand même cette année, c'est long, hein? Pour le trail, voilà, on n'a pas encore tellement de recul. Même s'il y a des descentes qui sont traumatisantes, c'est quand même beaucoup moins traumatisant parce qu'il y a beaucoup de marches, les impacts sont moins importants liés au terrain, il y a beaucoup de plats, la vitesse est moins importante. Et même en descente, la façon de courir est différente de celle sur route. Les trailers de haut niveau l'ont bien compris pour diminuer leur fatigue, mais ça joue aussi pour la réduction des impacts. Souvent, pendant les descentes, on modifie un petit peu sa façon de courir. On fait pas toute la descente de la même façon. Et donc, c'est beaucoup moins répétitif que la course sur route. Donc, probablement, ça participe à diminuer un peu ce risque. On n'a pas des chiffres vraiment, mais c'est vrai qu'avec l'engouement pour le trail, on a quand même l'impression qu'il y a quand même pas une épidémie d'arthrose de genoux ou de hanches chez ces gens-là. Un truc comme l'UTMB, c'est devenu en fait le point culminant de ta vie. Antoine Pin, directeur de Protect Our Winter France. C'est une association qui rassemble la communauté des pratiquantes et des pratiquants de sport outdoor pour agir en faveur du climat. Ça veut dire que toute la merde que tu veux te faire cracher dessus par ton patron, tes enfants qui te font chier parce qu'ils n'ont pas eu le scooter, enfin voilà, tous ces clichés-là, mais ça, en fait, le fait que on est toutes et tous majoritairement conscients que la vie, c'est pas vraiment ça, ou ça devrait pas être ça, ou ça pourrait ne pas être ça, une des échappatoires que tu trouves, c'est ça, quoi. Et se pose la question de, tu vois, s'il faudrait pas qu'on ouvre le champ du sport à la toxicologie, en termes d'addiction, en termes d'utiliser le sport et ces événements-là au même titre qu'on peut utiliser la drogue, qu'on peut utiliser ces choses-là. Alors, c'est peut-être aller un peu trop loin dans ce cadre-là, mais le sport devient une drogue pour certaines personnes, très, très clairement. Il y aura un grand trou dans ma vie si je m'arrête complètement de jogging. Je ne peux pas juste m'arrêter parce que là, il y a 1 an et demi, je détestais courir. Et maintenant, je l'adore. Et ça fait une énorme partie de ma vie. Mais je sais que je n'ai pas le droit. Je ne peux pas aller courir tout de suite après parce que mon corps ne me permettrait pas. Les dépressions post-UTMB, ça existe aussi. Enfin, moi, j'ai un pote qui l'a couru, qu'on a couru des courses comme celui-là. À un moment, il a tout lâché, quoi. Il a juste tout lâché parce que, en fait, t'es allé dans tel retranchement. Sur ces aspects de dépression post-UTMB, on est un petit peu dans la limite peut-être que le commun des mortels peut achever. Si vous rentrez vraiment dans le monde de l'ultra-trail, l'UTMB, ça va bientôt devenir juste une formalité. Parce que maintenant, on parle de courses qui font le double. Alors après, jusqu'où on va parler de sport ou jusqu'où est la raison? Jusqu'où mon corps peut me porter. Entre Champelax et Plan de l'eau, il y a 5 km. Et franchement, il y a moyen qu'il ait abandonné, Marco. Toujours plus ultra, la traversée de l'UTMB en 6 épisodes.